I was always on the run, worried by what I'd become. Hayden est un petit garçon qui souffre d'une maladie génétique rarissime qui l'empêche de faire un tas de choses que les autres enfants font sans même y réfléchir. Évidemment, c'est compliqué, mais il a de la chance d'avoir une maman en or prête à déplacer des montagnes pour lui faire la vie plus joyeuse et plus facile. Sa maman, c'est Lou. Je l'ai rencontrée à Bruxelles. Elle s'apprêtait à ouvrir une plaine de jeux inclusive destinée à tous les enfants, sans exception. Le monde d'Hayden a ouvert ses portes et pour y être allé avec mon fils, je peux vous assurer que c'est un endroit magique. Dans cet épisode de My Name is Mom, Lou me raconte comment on réagit face à l'adversité et comment on élève un enfant aux besoins spécifiques aux côtés de 2 enfants en pleine santé à qui tout est permis. Bonne écoute. Bonjour Lou, alors est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es et de qui est composée ta famille ? Bonjour, je suis maman de 3 enfants, j'ai 32 ans, je suis moitié française, moitié italienne du côté de mon père et j'habite en Belgique depuis maintenant 8 ans, à Bruxelles. Donc tu as 3 enfants, c'est pour ça que je suis là, c'est pour parler de ta maternité, de ton histoire de maman. Est-ce que tu as d'abord toujours voulu être maman ? C'est un peu la première question que je pose, mais c'est par ça que tout commence. Donc est-ce que c'était vraiment un rêve pour toi de devenir mère ? Alors pas vraiment, parce qu'en fait, moi j'ai été grande sœur pour la dernière fois quand j'avais presque 16 ans. Donc un petit dernier qui est arrivé, un petit 4e, c'est mon 3e frère. Et j'avoue qu'à ce moment-là, c'était presque une première expérience du coup de maman, enfin de jeune maman. Et avoir un bébé dans la maison et dans la chambre à cet âge-là, en fait ça m'a un peu servi de leçon. Et disons que du coup, à ce moment-là, je me suis dit non, mère, c'est vraiment pas ce que j'ai envie, en tout cas vraiment pas dans l'immédiat. Si un jour je dois être maman, ce sera pas avant 35 ans, je veux faire ma vie avant, je veux profiter, je veux faire des choses, je veux voyager. Et en fait, j'ai un petit peu compris ce que ça pouvait représenter aussi comme engagement, comme temps, comme investissement d'être mère. Et du coup, je me suis dit non, pas tout de suite quoi. Enfin, pas tout de suite. J'étais ado, mais je veux dire, en tout cas, pas trop vite. Pas trop vite. Ouais, et vraiment. Puis la vie fait son œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et la vie, effectivement, est faite de surprises. Et donc moi, je suis arrivée ici il y a maintenant 8 ans. Et assez rapidement en arrivant à Bruxelles, mais en fait j'ai rencontré quelqu'un, un Belge, et on a décidé de faire un premier bébé assez vite. Donc je suis tombée enceinte dans l'année qui a suivi mon arrivée ici à Bruxelles, et donc j'avais tout juste 24 ans. Donc voilà, c'est la vie qui a fait que c'est arrivé comme ça, et finalement c'était pas du tout dans les plans. J'étais justement plutôt de passage à Bruxelles et l'idée c'était de pouvoir repartir en Australie, de continuer à voyager, de faire ma vie, de découvrir le monde et de faire plein d'autres projets, pas du tout le projet d'être maman, et finalement c'est arrivé comme ça. Et finalement, comment s'est passé du coup cette grossesse prévue, pas prévue ? C'est ça, en fait elle s'est très bien passée. J'étais en forme, j'ai pas eu de bobo de grossesse particulier, enfin voilà les petites choses qui arrivent pour quasiment toutes les grossesses, mais vraiment rien de particulier. J'ai vraiment tenu jusqu'au bout, j'ai travaillé, à ce moment-là j'ai travaillé chez Zara et j'ai travaillé jusqu'au vendredi soir, j'ai accouché le lundi matin, donc pour dire vraiment que ça se passait très très bien. Et donc voilà, j'imagine que tu te souviens de comment ça s'est passé. On n'oublie pas la première fois, donc raconte-moi un petit peu. L'accouchement ? Ouais, l'accouchement, comment ça s'est déclenché. Qu'est-ce que tu as ressenti surtout ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, plus limite que ton expérience d'accouchement. Comment toi, tu as vécu tout ça ? Alors, donc ça s'est déclenché. Donc, il faut savoir que moi, mon anniversaire, c'était le 11 mai, donc le dimanche, juste la veille de mon accouchement. Le bébé donc, était prévu dans plutôt 2 semaines après. Et donc, il est arrivé un peu en avance. Et à la base, dans ma tête, souvent on prévoit une date de naissance et on a souvent quelque chose, voilà. Et moi, j'avais du coup dans l'idée qu'il naisse aussi le 11 mai, puisque c'était le jour de mon anniversaire, c'était plus ou moins le terme. Donc j'avais ça en tête. Le papa a dit « Mais non, le 11 mai, c'est le même jour que toi. Après, tous les ans, ce sera le même anniversaire. Il faut que ce soit une autre date. » Et donc, je pense qu'il a plutôt écouté son père, puisqu'il est arrivé le 12 et pas le 11. Et donc à ce moment-là, en fait, ça s'est déclenché tout à fait naturellement. J'ai eu des contractions le matin, puis j'ai senti qu'elles étaient différentes, qu'elles étaient plus fortes et que c'était le travail et pas seulement des contractions
voilà, dite normale pendant la grossesse. Et moi, j'étais très sereine, je me sentais très bien, j'avais pas peur, j'étais pas du tout angoissée par l'accouchement. Et je pense que j'étais vraiment prête à devenir maman et à accoucher. Donc du coup, j'avais vraiment aucune angoisse. Et donc je pense que comme je suis arrivée tout à fait sereine dans cet épisode-là, on va dire, de la grossesse, au moment de l'accouchement, je suis vraiment arrivée sereine. Du coup, tout s'est passé super bien. Comme une lettre à la poste, plus ou moins. Plus ou moins, pour un premier quand même, voilà, pas mal d'heures de travail et des douleurs. Je vais pas dire que c'était la fête, mais accouchement classique, c'est passé comme tu l'espérais. Ouais, voilà, par voie basse, tout à fait naturellement, ça s'est très bien passé, j'ai pas dû pousser énormément de fois, enfin, vraiment tout à fait bien. Et voilà. C'est un petit garçon. Et c'est un petit garçon. Qui s'appelle Milo. Donc tu me disais, là on discutait avant de lancer ce podcast, Milo aujourd'hui il a 6 ans. Oui. Et puis il y a eu un deuxième petit garçon derrière. Oui. Comment est-ce que l'envie est revenue rapidement, hein, je crois, ils sont pas très espacés en âge. Oui, ils ont 22 mois d'écart. Comment c'est revenu sur le tapis, allez on remet ça. C'est vrai que le premier, ça s'était du coup super bien passé, l'accouchement et la suite. Du coup, je pense que comme j'étais sereine au moment de l'accouchement, c'est un bébé qui a été super serein. Vraiment, tout s'est très bien passé. L'allaitement, la suite, enfin, je veux dire, un petit bébé parfait, quoi. Vraiment, vous ne pouvez pas rêver mieux. Il a dormi très vite, il faisait bien ses nuits, il n'y a pas eu de problème, il n'a pas eu de maladie, rien. Enfin, tout allait super bien. Et donc, c'est vrai que quand on a une première expérience aussi joyeuse, on va dire, et aussi bien, et où l'enfant est en pleine santé, et où moi je me suis remise aussi bien de l'accouchement et des suites de la grossesse, etc., on a vite envie, je sais pas si c'est hormonal, si c'est viscéral et d'où ça vient, mais c'est vrai que du coup on a vite envie de regoûter à la maternité, à la grossesse, et donc mais c'était de nouveau plus ou moins une décision commune, parce qu'en fait à ce moment-là Aiden c'était un petit peu plus un accident, disons qu'on avait envie d'en refaire un deuxième, on savait pas exactement quand, et en fait à ce moment-là j'ai eu des petits soucis de pilule, et donc il s'est invité. Et il s'est invité par là, voilà, un petit peu plus rapidement que prévu. Et donc là, Aiden, c'est un petit garçon également déjà, un petit peu différent. Donc comment est-ce que cette grossesse s'est passée de la même façon que la première ? Ou est-ce que déjà pendant la grossesse, tu as senti qu'il se passait quelque chose de pas normal ? Alors, la grossesse au départ s'est déroulée de manière tout à fait normale et comme la première. Donc j'étais en forme, ça allait bien, je travaillais aussi. J'étais fatiguée forcément puisqu'on avait le premier et qui était petit encore, plus la grossesse, plus le travail. C'est sûr qu'on sait comment c'est le début de la grossesse, c'est pas toujours évident. Donc c'était plus de la fatigue qu'autre chose, mais je me sentais très bien et je sentais rien d'anormal. Et en fait, pendant le parcours de la grossesse, donc typique, on est passé par l'échomorpho, donc morphologique, à 4 ou 5 mois, 5 mois, voilà, 5 mois de grossesse. Et en fait, au moment de l'échographie morphologique, la gynécologue nous annonce que Aiden a un pied beau. Alors, nous, on est un peu restés scotchés, mais on s'est dit, ok, pied beau, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la prise en charge, qu'est-ce qu'on va devoir faire à l'accouchement, etc. Enfin, pied beau, on avait déjà entendu parler, et puis il y a un oncle du papa qui en a eu un, donc voilà, on sait déjà plus ou moins ce que ça veut dire, mais actuellement, quelle était la prise en charge, et qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc on s'est renseigné de ce côté-là, la gynécologue nous a vraiment bien conseillé, suivi, etc. Donc on était prêts. Donc à ce moment-là, mauvaise nouvelle, mais tu te dis c'est gérable, tout va bien, on va faire avec, et puis voilà. Exactement. En fait, je me dis, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas quelque chose d'irréparable, c'est pas quelque chose de très grave d'un point de vue de sa santé. Voilà, c'est une malformation, ok, mais on sait le prendre en charge et rien de très alarmant. Je suis restée très positive et je savais que la prise en charge était très bonne ici et que voilà, c'était vraiment pas quelque chose sur du très long terme en plus, donc je me suis dit, ok, on va gérer ça, et puis on est prêt du coup, puisqu'on nous l'annonce au 5e mois de grossesse, donc c'est pas quelque chose qu'on apprend au dernier moment, donc on avait le temps encore de se préparer aussi justement à trouver le bon médecin, la bonne prise en charge, qu'est-ce qu'on allait faire par la suite, etc. Donc pour ça, on était prêt. Et en fait, on a essayé de déceler d'autres problèmes, puisqu'on sait que souvent un pied beau en fait est lié à d'autres malformations. Donc on a essayé de chercher d'autres choses pour être sûr que tout allait bien, et il se trouve que dans toutes les autres échographies qu'on a faites, on n'a rien trouvé.
tout était normal, enfin, entre guillemets, on va dire. Tout était plus ou moins normal. Le bébé allait bien, il bougeait bien. Les mensurations étaient bonnes, ouais. Voilà, tout était correct. Donc pas d'inquiétude liquide, particulière. Enfin, voilà. Ouais. Tu arrives à la fin en te disant voilà. pied beau, ok, mais pour le reste c'est bon. Je vais accoucher dans le même hôpital que Milo, puisque ma gynécologue accouche là-bas, c'est tout près de la maison. On sait que la prise en charge pour le pied beau, c'est à une semaine de vie. On aura le temps, on s'entend de la maternité, de trouver le bon médecin, on avait déjà fait nos recherches, etc. Donc, ok. Et vient la fin de la grossesse. J'ai eu une ou deux petites alarmes où on pensait que j'allais accoucher, j'avais des grosses contractions, etc. Puis finalement, c'était fausse alerte. Et en fait, un jour, les contractions sont de nouveau plus fortes, elles sont rapprochées, elles ne se calment pas. Donc on décide d'aller à l'hôpital. Puis c'est un deuxième, donc je savais que forcément ça pouvait aller aussi plus vite. Et comme la première fois c'était très bien passé, voilà, on se dit on va pas trop traîner. On se rend à l'hôpital, le même hôpital que pour Milo, et là, donc on commence à me prendre en charge, on me pose un monitoring, effectivement, on voit que le travail a démarré, donc on essaie de contrôler l'ouverture, et en fait, la sage-femme essayait de poser un monitoring, mais sur la tête. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est voilà, comme un petit capteur. Petit capteur, mais qui se met en fait à l'intérieur, donc sur la tête du bébé, et qui permet en fait de contrôler le cœur avec plus de précision que sur le monitoring. Parce qu'au monitoring, elle ne trouvait pas les résultats vraiment adéquats. Et donc elle m'a dit, je préfère le poser sur la tête, comme ça on est sûr de ce qui se passe. Moi, pas forcément inquiète, je me dis, ok, elle fait ce qu'elle doit faire, elle pose ça sur la tête, on y verra mieux, très bien. Et donc elle essaye une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, quatrième, cinquième, donc un peu d'acharnement. Et finalement, du coup, moi, plus ça va et plus la dilatation avance très vite. Et là, on se rend compte que le cœur du bébé est pas top et qu'il faut quand même un petit peu accélérer les choses. D'autant que du coup, moi, la dilatation est allée super vite. En 1h30, j'étais arrivée complet alors que j'étais arrivée à 4 ou 5 cm. Donc ça accélère super vite. On m'installe, ok, on y va. Le bébé arrive. Donc là, moi, j'étais pas tout à fait dans le même état que le premier, parce que déjà, il y avait cette histoire-là de... Voilà, on nous dit le cœur va moins bien, il faut un petit peu se dépêcher, il faut faire attention, tout ça. Donc, Petite inquiétude, maternelle, voilà, c'est ça. Et puis généralement, quand on est une maman, on s'inquiète vite, surtout dans ces cas-là, donc forcément, j'avais un peu plus d'inquiétude. Et donc, là, je commence à pousser. Pareil que le premier, ça se passe assez vite. Le petit loup sort, et là, en fait, il respire pas. Et tout de suite, en fait, quand on le sort et qu'on me le pose sur moi, je sens que, par contre, à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il se passe un truc, ça ne va pas. Lui, il était bizarre. Déjà, il respirait pas, mais au niveau morphologique, je veux dire, il y avait quelque chose d'étrange de ses mains. J'ai pas eu le temps de voir très vite parce que vraiment, ils l'ont posé. Il pose sur toi, il est un peu... toi, t'es encore dans l'émotion aussi du truc. Oui, c'est ça. Toi, t'es dans l'émotion de l'accouchement et tu te poses aussi des questions, on te le pose, on voit que les personnes qui sont autour de toi regardent aussi, s'agitent un peu, ok, ça ne va pas. En fait, on coupe le cordon et la sage-femme part en courant avec le bébé. Donc forcément, moi je reste sur le lit d'accouchement, sur la table d'accouchement. On demande au papa de venir, parce qu'en fait le papa peut quand même assister à ce qui se passe et aux premiers soins du bébé. Donc moi là j'attends sur la table d'accouchement, toute seule avec, il y avait une assistante qui était là avec moi encore, et eux ils ont dû partir dans une autre salle parce qu'en fait ils n'avaient pas de quoi prendre en charge le bébé dans la salle d'accouchement. Et là j'entends le bébé pleurer de loin, donc l'assistante me rassure, elle me dit c'est votre bébé, et voilà, vous l'entendez pleurer, ça va, on attend les retours, mais ça va aller. Donc moi j'attends forcément, et là ma gynécologue revient avec mon fils, elle me le repose sur moi, et elle arrive avec une petite bouteille d'oxygène, elle me le pose, et là je vois son regard, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est différent, et donc elle commence à me dire voilà, il a un souffle au cœur, il a un problème aux intestins, il y a des choses qui ne vont pas. Je pense qu'on ne sait pas le prendre en charge ici, donc si tu es d'accord, on va faire des photos très vite, on va les envoyer aux hôpitaux autour, aux services pédiatriques ou néonatologiques qui savent peut-être le prendre en charge, on va leur poser la question de ce qu'on doit faire. Donc forcément là c'est un peu le choc, mais en même temps je viens d'accoucher, donc moi je suis complètement... en dehors de la réalité. Tu te laisses porter parce que de toute façon tu ne sais rien faire d'autre à ce moment-là. Ah oui, non, complètement. Là, je suis sur la table, j'ai le petit posé sur moi, j'essaie de le regarder, je vois que ses mains sont repliées sur lui-même, qu'il est bizarre. Enfin, voilà.
au niveau de la motricité, enfin pour un petit bébé qui vient de naître, il est un petit peu, pas amorphe, mais voilà, je sens que c'est bizarre. Et donc, effectivement, je ne sais pas quoi faire. Elle le reprend assez vite, puisque du coup, il faut le mettre dans une couveuse, il faut lui faire quelques soins. Ils ont dû l'aspirer, puisqu'il avait aspiré un peu de liquide, il n'allait pas bien. Et donc, je le vois de loin dans la couveuse en face de moi. Ils prennent des photos, ils les envoient aux hôpitaux, et en fait, on attend très vite d'avoir des nouvelles. Et là, en fait, tout se passe super vite. Des médecins arrivent, pédiatres, ambulanciers. Enfin, je sais pas, il y a un staff de 10 personnes qui commence à rentrer dans la chambre. On me dit, voilà, Saint-Luc a répondu, ils vont venir le prendre en charge. Il y a une ambulance qui arrive pour lui. Vous allez partir dans une autre ambulance, chacun de son côté, puisque en néonatologie, dans des bébés qui doivent être transportés, c'est des énormes couveuses, etc. Donc, on peut pas être à deux dans l'ambulance. Donc vite, on m'enfile un pyjama, on me demande... Oui, tu comprends pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Le papa récupère les affaires, on me met un pyjama, on me met sous la couverture dans le lit, on me fait changer de brancard et on me dit que je vais partir dans une ambulance, lui dans une autre et qu'on se retrouvera à l'hôpital, quoi. Donc là, je pars dans un autre hôpital, on arrive à Saint-Luc, des heures d'attente où lui est pris en charge en néonat, mais le temps de l'installer, le temps de faire tous les soins... Moi, j'attends dans une chambre. En plus, j'ai dû être dans une chambre commune parce que du coup, je n'étais maintenant qu'accompagnante d'un bébé et je n'étais pas... C'est considéré comme sa mère. C'est considéré comme la mère qui vient d'accoucher. Donc, accompagnante. Et donc, le père ne pouvait pas rester là la nuit. Ils ont autorisé parce qu'on était en pleine nuit. Donc, il était 4h du matin. Forcément, il n'allait pas dormir dans le couloir. Donc, il est resté là. Mais évidemment, on n'a pas dormi. Et on a attendu qu'on nous dise qu'on pouvait descendre pour aller le voir. Et donc là, on a attendu jusqu'au petit matin. On a pu aller en néonatologie. Et c'est là où tout a démarré. En néonatologie, on voit un médecin, un autre. Et puis là, c'est le défilé des spécialistes pour nous dire tout ce qu'ils ont vu sur Hayden qu'on n'avait pas vu pendant la grossesse. Et donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Parce que toi, finalement, c'est à ce moment-là aussi que tu as découvert ton bébé. Tu n'avais pas vraiment eu le temps de le regarder, tu l'avais eu vite dans tes bras, il était vite reparti. Donc c'est à ce moment-là que tu vois ton bébé et que tu écoutes les médecins. Oui. Et là, là c'est très bizarre parce qu'en fait, on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas, auquel on n'est pas du tout préparé. Parce que quand on sait qu'on a une grossesse à risque ou qu'on peut avoir un enfant prématuré, on nous fait visiter le service néonatologie, on nous explique la prise en charge, on nous explique comment ça se passe. Là, on arrive dans un monde complètement inconnu. On est au milieu de grands prématurés, des bébés qui ont 20 semaines à côté et qui sont des toutes petites crevettes. Le mien, il est né quasiment à terme, à 38 semaines et 3 jours, donc un grand bébé, on va dire entre guillemets, tout à fait normal en termes de taille. Et donc forcément, on est impressionné, des médecins partout, des bips dans tous les sens, et des combinaisons, il faut mettre les vestes, etc. Et donc on arrive et la rencontre avec bébé forcément est très bizarre parce qu'on peut pas vraiment le prendre dans nos bras, il est dans une couveuse, il a les perfusions, il a des sparadraps partout, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant, on voit son pied beau puisque j'avais pas vraiment eu le temps de me rendre compte puisqu'il était posé sur moi, là je le vois allongé donc je vois aussi vraiment la gravité entre guillemets du pied beau et en fait il avait également des intestins qui sortaient avec son cordon. Et donc ils avaient fait un espèce de bandage aussi autour parce qu'il y avait un gros risque infectieux donc il fallait prendre en charge aussi rapidement. Donc là la découverte c'est un peu le choc mais en même temps en fait on se rend pas compte de tout hein. Quand on est dans cet état là on doit faire c'est un peu des questions vitales donc on est là, on écoute les médecins, on écoute ce qu'ils nous disent, on comprend pas tout, on dit oui ok et puis voilà on est embarqué dans un train et oui, toutes les questions te viennent après, quoi. Ouais. Tous les pourquoi, tous les comment, comment ça se fait, on n'a pas vu ça pendant les échographies. Ça, je pense qu'on n'arrive même pas... C'est même pas des questions que je me suis posées au moment même, en fait. Et donc, les médecins m'annoncent plein de choses. Je dis oui, ok. Ils disent syndrome polymalformatique, mais en fait, ils ne savaient pas donner de nom à ce qui s'était passé. Donc voilà, pour eux c'était poly parce que différentes formes de malformations qu'on n'arrive pas à mettre en lien. On ne sait pas encore du tout ce qui s'est passé, mais on sait qu'il avait un problème aux intestins qu'il fallait prendre en charge très vite. Il y avait ce pied beau, on a entendu un souffle au cœur, donc ça voulait dire malformation cardiaque. On voyait qu'il y avait d'autres choses au niveau moteur et au niveau anatomique qui étaient différentes. Mais voilà, donc il fallait voir des spécialistes au fur et à mesure pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Et ma gynécologue a été vraiment super, elle est revenue à la maternité plusieurs fois et en fait elle a une large connaissance aussi au niveau pédiatrique, etc. Et donc elle m'a réexpliqué tout ce que les médecins me disaient parce qu'à ce moment-là, elle m'a traduit dans son langage et puis avec ses expériences aussi en me disant voilà, oui telle chose c'est plus ou moins grave mais voilà la prise en charge, voilà ce qui peut être fait, etc. Voilà comment ça peut évoluer,
Et donc, elle a vraiment essayé de nous retraduire toutes les choses, parce que sinon, on arrive chez le cardiologue, il me fait un dessin du cœur d'Aiden, il commence à noter à côté une liste avec tout ce qu'il a. Rien que ça, mais on sort de là, mais on est effondré, on se dit, mais enfin, il a ça, il a ça, il a ça, il a un trou ici, il a une CIA, une CV, son aorte est pas normale. Enfin, en tant que maman, quand on n'y connaît rien, on sort de là, mais on se dit, mais qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va se passer, quoi. On comprend vraiment rien du tout. Donc c'est vrai que là, ça permet quand même d'avoir une personne qui un peu de référence, c'est une personne que je connais et qui m'a suivie pendant toute ma grossesse et qui peut du coup me traduire, me réexpliquer, mais avec aussi à la fois la connaissance médicale et puis l'affect et le côté qui te connaît humain, toi voilà. Et qui sait comment il faut te parler aussi, quoi. Exactement. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il a ton petit garçon ? Ils ont pu mettre un mot là-dessus, et après combien de temps ? Alors en fait, on a eu un diagnostic génétique après 3 ans. Entre-temps, on avait quand même fait pas mal de recherches, mais on n'avait pas su trouver ce qu'il y avait. Et après 3 ans, il y a un diagnostic qui a été posé, donc ça s'appelle dysplasie fronto-métaphysaire de type 2. Ça, c'est le nom de la maladie. C'est 1 cas sur 1 million. C'est une mutation génétique qui a lieu chez lui, donc on est porteur de rien du tout. C'est la nature qui a fait qu'à un moment donné, pendant le développement, pas de chance, il y a quelque chose qui a bugué et c'est arrivé comme ça. Et c'est pas une maladie dégénérative, donc c'est déjà entre guillemets une bonne nouvelle. Il n'y a pas énormément de cas connus. Et la seule chose, c'est que c'est une maladie avec pas mal de choses annexes. Enfin, c'est principalement osseux, donc malformation osseuse. Lui, il a les omoplates qui sont touchées, les hanches, le bassin, risque de scoliose sévère. Il a le pied beau, le crâne qui est un petit peu mal formé. Mais il y a aussi d'autres malformations, donc cardiaque, viscérale. Lui, il a eu les intestins, l'estomac, une fente au palais, une surdité. Là, on vient de découvrir qu'en plus, il a une dégénérescence de la cornée, donc quelque chose au niveau des yeux. Et en fait, finalement, on voit que c'est quelque chose de très large et divers. Enfin, c'est pas vraiment juste quelque chose qui touche un problème en particulier. C'est assez étendu. Ça peut tout toucher, en fait. Ouais, en fait, finalement, c'est assez Donc, large. un enfant qui souffrirait du même problème n'aurait pas forcément les mêmes problèmes. Techniquement, l'arthrogrypose, c'est un des trucs qui est apparemment commun. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont communs à tous, mais il y a différents types en plus apparemment dans cette maladie. Et donc, effectivement, en fonction du type, il peut y avoir différentes gravités ou différentes choses qui sont touchées. Et au niveau prise en charge, ça n'a pas énormément changé par rapport à ce qu'on avait déjà comme prise en charge au tout début, parce qu'en fait, comme on ne savait pas mettre un nom sur la maladie, il avait déjà... en fait, tous les spécialistes quasiment possibles, puisque il y avait les os qui étaient touchés, mais il y avait le cœur, il y avait la surdité, et donc finalement il avait déjà pas mal de spécialistes autour de lui, et donc finalement la prise en charge n'a pas beaucoup changé avec le nom de la maladie. On sait juste un petit peu plus où on va, et des choses auxquelles il faut faire un peu plus attention, mais ça n'a pas énormément changé. Donc là on revient à ce moment où tu entends plein de mots compliqués qui ne veulent pas dire grand chose à ce moment-là. Comment tu vas toi en tant que maman à ce moment-là ? À ce moment-là, en fait, il y a eu pas mal de sentiments parce que quand on met au monde un enfant qu'on dit différent, ou avec une maladie, on culpabilise. Ça, je vais pas dire le contraire en tant que maman. De toute façon, dès qu'il arrive quelque chose à notre enfant, on pense qu'on a fait quelque chose. Pendant la grossesse, je ne sais pas, je me suis imaginé 1000 choses, que j'ai pu respirer quelque chose qu'il ne fallait pas, quelque chose de toxique, que j'ai mangé ou que j'ai bu un truc qu'il fallait pas ou que ça venait de moi, je ne sais pas de quelle manière, mais forcément j'ai énormément culpabilisé. Donc au moment du diagnostic génétique, ce qui m'a aidé moi personnellement en tant que maman, c'était déjà de savoir qu'en fait je n'y étais pour rien et que c'est une mutation qui a eu lieu chez lui et que moi je ne lui ai rien transmis et que en soi j'ai rien fait pour que ça arrive, évidemment, mais même je ne suis pas responsable, et même quand bien même j'aurais été responsable ou porteuse d'un gène, je n'y étais pour rien, mais je veux dire quand même ça. Psychologiquement, ça m'a quand même aidée dans le chemin de l'acceptation aussi et du handicap et tout ça. Enfin, ça a quand même permis un petit peu pour moi de prendre du recul et de un peu mieux comprendre et de dire ok, c'est pas ma faute, quoi. Mm-hmm. Mais bon, avant ça, le chemin, quand on fait naître un enfant différent, il passe par milliards d'étapes et c'est vrai que nous, comme il y avait beaucoup de choses vitales et qu'on a dû prendre en charge assez vite et qu'il a été opéré un certain nombre de fois très jeune, c'est vrai qu'au départ en fait on ne se rend pas compte, on n'a pas le temps de prendre du recul et en fait on est embarqué dans un truc et on n'a pas le temps de se poser et de se dire ok, comment je vais moi, comment j'accepte, qu'est-ce qui s'est vraiment passé,
est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, on n'arrive même pas à se poser ces questions-là en fait parce qu'on est tout le temps en mode survie, ok il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et en fait on enchaîne tout ce qu'il faut faire pour lui, et du coup forcément nous c'est pas qu'on le met de côté, mais on se dit ouais bon je garderai les autres problèmes pour après. Et avec Hayden, moi ce qui s'est passé ça a été exactement ça, et en fait un jour c'est la claque quoi. Là, on ne sait pas pourquoi, il arrive quelque chose. Moi, c'était au niveau du boulot. J'ai repris le boulot comme je l'avais laissé avant parce qu'il fallait absolument que je retourne travailler. Il fallait que je me sorte la tête des médecins, des infirmières et de tout ce monde-là. Il fallait absolument que je retrouve un peu ma vie sociale et ma vie d'avant. Donc, je suis retournée bosser à fond, évidemment. Et 1 an après, c'est la claque. Là, je me rends compte d'un coup en fait, du chemin parcouru, de l'année qui vient de s'écouler, de la naissance d'Hayden, de tout ce qui s'est passé et du fait que j'ai pas du tout accepté encore et compris et que je suis encore complètement larguée par rapport à tout ça. En mode automatique, j'imagine. En mode survie, c'est ce que oui. tu disais, tout centré sur lui et comment faire pour que lui aille bien, et du coup tu t'oublies. Complètement. Ouais. Ah oui, donc complètement. Et là, à ce moment-là, je me suis posée, j'ai pas su retourner travailler du jour au lendemain. Il y a eu un bête truc en plus, une pression supplémentaire au boulot. Ok, j'ai pété un câble que je pouvais plus retourner. Et là, faut faire le chemin. J'ai été suivie par des psychologues, j'ai essayé de mettre des mots sur ce qui s'est passé, de comprendre. Mais j'avais pas le diagnostic génétique à ce moment-là. Ça c'est venu après. Donc là, c'était toujours vraiment dans ta culpabilité, dans ma culpabilité, exactement. Mais c'était quand même essayer de... Même si je culpabilisais, d'essayer quand même de mettre des mots, de sortir tout ce qui s'était passé et d'apaiser en fait quand même si je culpabilisais encore, mais d'apaiser quand même un peu tout ce qui s'était passé et de mieux comprendre, quoi. Ouais, et d'autant que là-dedans t'as un Milo qui est en pleine forme et qui va bien et que tu dois accompagner aussi dans ce cheminement-là. Ouais, exactement. Combien de temps il est resté à l'hôpital, Hayden ? Alors à la naissance il est resté 8 semaines. Et il s'était fait opérer 3 fois. On est rentré à la maison, puis 3 semaines après, il est de nouveau été hospitalisé. Là, c'était pour son cœur, puis après, il a fait, je sais même plus combien de séjours à l'hôpital. Et là, on est à 12 ou 13 opérations, et il a fait de nombreux séjours par la suite. Ouais. Comment est-ce qu'on vit avec un enfant différent. Donc là tu es toujours dans nos discussions maman de 2 enfants, parce qu'il y en a eu un 3e après. Donc à ce moment-là, comment est-ce que dans ta tête tu t'organises pour te dire ok, on va y arriver, on va le faire ? Franchement, je pense qu'à ce moment-là, c'était toujours en mode survie en fait. Donc on sait qu'on doit faire des choses et qu'on doit mettre des choses en place pour lui. Et j'ai été fort accompagnée par une assistante sociale de l'hôpital, justement pour la prise en charge aussi pour la suite, parce que c'était se dire, mais ce petit loup, il faut quand même qu'il aille dans une crèche, ou il faut qu'il aille chez une nounou, ou donc du coup, comment faire, et chez qui aller, est-ce qu'il y a des choses spécialisées, ou non, enfin moi j'y connaissais rien. Ouais, tu découvres tout un monde auquel on n'est pas confronté quand on a un enfant normal entre guillemets, mais voilà, tu découvres tout ce monde-là de l'intégration, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec un enfant dans notre société. Est-ce que cette société est faite pour ça ? Enfin voilà, j'imagine que ça a été un gros une question quoi. Le premier casse-tête, c'était savoir la prise en charge juste au niveau crèche, nounou, ou enfin voilà, un service adéquat qui pouvait le prendre pour que je puisse retourner travailler. Et donc là, c'était déjà les premières questions. Parce que forcément, lui, à ce moment-là, il y avait encore il y avait plein de problèmes, il y avait plein de médicaments, il y avait une grosse prise en charge à faire au niveau moteur, enfin kiné, etc. Et donc, oui, mais on le met où ? Qui le prend ? Qui fait ça ? Parce que c'est presque à la fois des soins infirmiers, entre guillemets quand même, encore beaucoup, plus tout le reste de thérapie, enfin voilà, au niveau moteur et tout. Donc, gros questionnement, quoi. Donc moi, au départ, Milo, il était chez une gardienne, donc... moi, j'avais pensé faire la même chose pour Hayden, puis je trouvais que c'était très familial, un petit cocon, c'est super, ils sont pas trop d'enfants, mais bon, impossible, ça ne correspondait pas du tout. Elle n'a pas du tout ni la formation, ni la possibilité de prendre en charge un enfant comme ça. Et donc, en ayant été accompagnée par l'assistante sociale de l'hôpital, en fait, elle m'a proposé différentes crèches inclusives ou spécialisées qui pouvaient prendre en charge un enfant différent avec différents types de problèmes. Lui, on était plus à ce moment-là sur des problèmes moteurs, enfin dits moteurs. Donc, on s'est un peu dirigé vers 2-3 crèches spécialisées, mais plutôt en type moteur. Et là, ça a été quand même la galère, parce que même des crèches spécialisées, elles ne prennent pas tout en charge, n'importe quel type d'enfant
même avec des Mais handicaps. chaque cas est Voilà. Et donc, différent. du coup, chaque cas est étudié indépendamment et individuellement, à savoir qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour cet enfant. Est-ce qu'ils sont prêts et est-ce qu'ils ont le personnel ou est-ce qu'ils ont la prise en charge adéquate pour accueillir cet enfant dans leur centre ou enfin, dans leur crèche. Et donc, voilà, là, c'est dossier médical, c'est rencontres, c'est appels, c'est question sur question. Est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il n'y a pas de place, c'est chez qui il peut aller, etc. Et donc, on a trouvé une crèche à Woluwe. Donc, nous, on habitait à Uccle. J'habite toujours à Uccle, mais à ce moment-là, on était à Uccle. Et donc, la crèche qu'on avait trouvée et qui potentiellement pouvait le prendre en charge et qui était une crèche donc inclusive, elle était à Woluwe. Et à l'autre bout de Bruxelles. Voilà, pour bien faciliter la vie. Voilà, voilà. Soyons clairs. Et, mais pas le choix. En fait, j'ai aucune autre possibilité. Il peut être pris nulle part ailleurs. Il y avait une autre possibilité, c'était à Lannes, donc c'était pas non plus la porte à côté. Et en fait, eux n'ont pas été d'accord pour le prendre en charge parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas les capacités entre guillemets, par rapport à ce qu'il demandait lui, ça n'allait pas avec les autres enfants qu'ils avaient déjà, qui avaient d'autres besoins spécifiques et qui du coup, voilà, ça n'allait pas. Et donc, j'ai rencontré la directrice et le service psychologique, etc., enfin pédopsie, etc., de la crèche, pour savoir est-ce que eux c'est ok pour qu'ils prennent en charge Hayden. Ils rencontrent le médecin de la crèche et là elles m'ont dit ok c'est bon, on a une place pour lui. Et donc il rentre à la crèche à un peu plus de 6 mois, ce qui paraît pas énorme, mais en fait il aurait pu y rentrer plus tôt, mais voilà, au niveau médical ça n'allait pas, au niveau cardiaque ils m'ont dit qu'il pouvait pas être en collectivité, enfin il y a eu plein de péripéties dans les premiers mois, donc autour de 6 mois, il a pu commencer à rentrer en crèche tout doucement, et dans une crèche inclusive. Donc c'était une crèche qui est attenante à une école spécialisée type 4, donc pour les handicaps moteurs, mais une crèche inclusive, donc c'est-à-dire qu'il y avait des places spécifiques et réservées pour les enfants porteurs de différents handicaps, mais plutôt de type moteur, et des places pour des enfants en pleine santé. Et tous mélangés, mixés complètement dans un même lieu. Et donc c'est là que toi tu as découvert qu'on pouvait mélanger les enfants. Parce que là on ne l'a pas dit au début, mais donc on est bien chez toi, dans ton nouveau chez toi, au monde d'Hayden, qui est une pleine de jeux inclusive, on va y revenir évidemment. Mais donc voilà, tout ça t'arrive, et pourtant tu refais un enfant, tu ne t'arrêtes pas à Hayden, tu ne t'arrêtes pas là, tu te dis on remet ça. Comment c'est revenu l'envie du troisième ? Il y avait plusieurs choses, l'envie d'avoir une petite fille, après 2 petits gars, et puis se dire un petit peu aussi que un peu un moyen de conjurer le sort, se dire voilà bon, on a eu un premier qui était en pleine santé et qui allait très bien, et Hayden c'est arrivé, on va dire entre guillemets, voilà, la faute a pas de chance, il y a eu une mutation qui a eu lieu chez lui, mais c'est pas pour ça que d'office ça va arriver encore. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un ou une troisième. On espérait surtout une troisième qui, du coup, soit aussi en pleine forme. Et je pense qu'effectivement, pour moi, c'était un moyen quand même de se dire je suis encore capable de faire un bébé qui va très bien et de mener une grossesse au bout avec un bébé en pleine santé, quoi. Et la vie continue et on doit continuer à faire des projets, on ne doit pas tout centrer sur Hayden. Et finalement, c'est hyper bénéfique pour lui aussi de pouvoir être plongé dans une fratrie mixte, enfin du coup avec 2 enfants qui sont en pleine santé et lui oui qui est différent, mais d'être poussé aussi par son frère ou sa petite sœur et quand il était il n'a pas été très longtemps non plus puisqu'ils ont tous 2 ans d'écart, donc la petite dernière est arrivée aussi assez vite. Mais mine de rien, forcément, Hayden demande des choses supplémentaires et une attention particulière. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour lui au niveau prise en charge, etc. Et donc, il ne reste pas le petit dernier dans son cocon et dans sa prise en charge. Et que voilà, il ait sa maladie et que ça devienne finalement quelque chose qui soit « oui, mais moi je suis malade, Voilà, non. D'avoir une petite dernière et du coup qui est un bébé plus petit que lui dont lui aussi doit faire attention, où il doit aussi s'en occuper, où il doit lui montrer des choses, où il doit lui apprendre des choses, c'est aussi lui apprendre des choses à lui en fait. Et à être combatif, à pas se laisser aller, ouais, et à s'occuper aussi de quelqu'un d'autre et pas juste de s'occuper ou de se préoccuper de ce qui pourrait lui arriver à lui.
Et donc la petite fille, comment tu as vécu cette grossesse et cette arrivée-là? Parce que c'est une petite fille. C'est une petite fille, donc ça, super content, évidemment. En fait, du coup, j'ai été, donc, comme on dit, écartée en Belgique. Donc, j'ai été écartée pendant la grossesse parce que, dit grossesse à risque. En fait, quand j'étais enceinte de Marley, on n'avait pas le diagnostic génétique d'Aiden. On savait qu'il y avait eu un problème, on ne savait pas d'où. Donc, forcément, c'était potentiellement encore un risque que ça arrive sur la prochaine grossesse. Et comme on ne savait pas d'où c'est arrivé, on ne savait pas faire de karyotype ou de diagnostic génétique pour la petite. Pendant la grossesse, même une amniosynthèse ne nous aurait pas donné de résultat à savoir si potentiellement elle avait la même chose ou pas. Mais du coup, j'ai été forcément suivie tout le temps, à chaque mois, je pense que j'avais une échographie, pas seulement les échographies dites classiques dans une grossesse classique. J'ai eu des diagnostics anténataux, donc avec des médecins spécialistes, échographes, mais qui ne font que ça, donc pour déceler des différentes malformations ou maladies chez les bébés. Et en fait, à chaque fois, tout allait bien. Mais j'étais quand même pas rassurée complètement, hein. Il faut se le dire, pendant la grossesse, forcément, j'essaie d'être hyper positive et de me dire non, voilà, c'est arrivé une fois, ça arrivera pas deux, et il n'y a pas de raison. Milo est en pleine forme, Aiden, c'est la faute à pas de chance, mais ça n'arrivera pas deux fois. Elle va très bien, à chaque fois on me disait qu'elle allait très bien, ça me trottait quand même encore toujours derrière la tête, et moi je me disais que tant que je n'aurais pas accouché, qu'on l'aurait posée sur le ventre et que je la verrais et qu'elle va bien, je n'en serais pas sûre à 100%. Mais voilà, les diagnostics étaient bons, les échographies étaient très bonnes, et tout le suivi était très bien. J'ai passé de nouveau une grossesse tout à fait classique, enfin normale, et tout allait bien. Est-ce que cette grossesse t'a permis d'avancer dans ton acceptation justement de la maladie d'Aiden? Je pense que c'est quand j'ai accouché, quand la petite est arrivée, et que du coup là vraiment elle allait bien. Elle était en pleine forme, j'ai accouché après terme, donc là elle l'a tiré vraiment jusqu'au bout. 2 ou 3 jours après, j'en pouvais plus, mais du coup elle est arrivée en pleine forme, en pleine santé, un beau bébé, bien joufflu, qui mangeait super bien, enfin tout était top. Et j'ai vraiment du coup essayé de profiter à fond de tous ces instants que j'avais l'impression aussi forcément qu'on m'avait volé par rapport à Aiden, parce que voilà, l'allaitement, ça avait été forcément gâché, je devais tirer mon lait, il savait pas le boire, il vomissait, il a dû être opéré, enfin bon, ça a été la catastrophe. Et donc tous ces premiers instants aussi de bébé et de cocooning, où on peut être à la maison et où on découvre son bébé, où on apprend à être maman, enfin toutes ces choses-là, moi je les avais pas eues avec Aiden, même si je les avais eues avec Milo, mais Oui, forcément ça m'avait énormément manqué. Et donc en fait je crois que j'ai doublement rattrapé ce temps-là avec la petite. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'acceptation et de se dire, c'est arrivé avant, mais c'est derrière. Maintenant, ça va mieux. La petite, elle est en pleine santé, tout va bien. Aiden évolue. Et voilà, vraiment, du coup, c'était beaucoup plus positif. Et j'essayais de prendre chaque instant avec elle que j'avais pas eu avec lui. Donc on le disait, on est dans la plaine de jeu que tu as déjà ouverte, mais pas encore officiellement, hein. Merci le Covid pour cette année particulière. Qu'est-ce qui... quel a été ce cheminement-là? À quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose aussi? Parce qu'on parlait de la crèche inclusive sur le site. Ce qui est intéressant pour les parents d'enfants en bonne santé, c'est qu'on n'y pense pas forcément, mais tu ne parles pas d'intégration, tu parles vraiment d'inclusion. Comment est-ce que tu en es venue à créer, ouvrir cette crèche, cette plaine de jeux inclusive? Eh bien, donc après Marley, forcément, moi j'avais eu un gros souci, donc je disais avec la naissance d'Aiden, enfin l'après-coup, donc 1 an après, où au niveau du boulot, ça m'avait fait un gros choc aussi. Et du coup, après la naissance de Marley, à ce moment-là, forcément, c'est un temps, la maternité, on sait que souvent c'est un temps un peu de remise en question totale. En fait, souvent, on devient maman, même si j'avais déjà été maman avant, c'est de nouveau des nouvelles questions qui arrivent et un nouveau cheminement. Et c'est quoi l'après, et le boulot, et qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, moi, ce moment-là, après Marley, où en fait on se pose et où on est en congé, en fait, m'a complètement fait repenser différemment l'avenir.
Et je savais que je voulais plus retourner travailler chez Zara et que c'était vraiment plus possible et que ça ne me correspondait pas du tout enfin plus du tout et que la vie avec Hayden forcément m'avait ouvert à un monde que je connaissais pas, dont on m'a parlé, et de découvrir en fait les choses qui étaient mises en place, dont la crèche inclusive où il était, m'ont fait me poser 1000 questions sur l'avenir et sur mon avenir professionnel, à savoir voilà, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que je peux faire aussi par rapport aux questions et aux difficultés que j'ai rencontrées en tant que maman, et en tant que maman d'une fratrie avec des enfants, enfin voilà, 2 enfants en pleine santé, un enfant différent. Et en fait, tout ça, quand j'ai fait en plus beaucoup d'activités et de sorties, parce que j'étais tout le temps en train de faire quelque chose avec mes loulous, forcément, moi j'ai eu pas mal de difficultés parce qu'il y avait les lieux qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas accessibles, rien qui était vraiment fait pour pouvoir recevoir des enfants porteurs de handicap ou non. Donc vraiment cette idée d'inclusion, donc de se dire de rentrer dans un lieu qui est adapté pour lui, mais où je puisse venir avec les 2 autres et où ils puissent jouer tous les 3 ensemble. Et en fait, tout ça mélangé, je me suis dit ok, en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais moi en tant que maman pour mes enfants, pour ma fratrie et pour mon enfant qui est différent. J'ai envie de créer, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose et un projet comme ça et d'inventer quelque chose. Ça, je pense que ça, c'est en moi depuis très très longtemps. Et en fait, du coup, ne trouvant pas de lieu qui me correspondait, j'ai eu envie de le créer. Et donc c'est parti juste d'une idée comme ça. Et après, forcément, voilà, après il y a des mois et des mois de travail, hein, puisque là, aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans que je travaille sur le projet pour tout mettre en place. C'est énorme, hein, je vais pas mentir, en termes d'investissement, d'énergie, et, ça représente un travail de dingue. Mais voilà, le résultat est là. Aujourd'hui, on est dans le monde d'Hayden, donc c'est que voilà, ça aboutit à quelque chose, donc c'est dingue. Et donc le monde d'Hayden, c'est des enfants différents qui vont se mélanger avec des enfants en pleine santé. Parce que c'est ça qui est un peu magique avec les enfants, c'est que les enfants en pleine santé qui fréquentent des milieux traditionnels faits pour eux ne se rendent même pas compte en fait de la différence. C'est vraiment un truc finalement d'adulte de trouver, de se poser des questions, d'avoir peut-être un petit peu peur. Donc c'est ça qui est beau, j'imagine que c'est ça que tu vois toi au quotidien avec tes propres enfants et puis quand tu sors avec Hayden, quoi. Ouais. Oui, et ce que je disais, c'est vrai que dans la fratrie, Milo, par exemple, il a été plongé dans cet univers depuis le départ, donc il a cette ouverture d'esprit et cette ouverture à la différence, et il ne la fait même pas, en fait, il ne marque pas la différence, parce que pour lui, c'est la normalité, en fait. Il sait qu'Hayden a une maladie génétique et tout ça, mais pour lui, ça fait partie de son quotidien, donc ça fait partie du monde. Alors qu'effectivement, les enfants de sa classe, par exemple à Milo, il y a un peu plus d'1 an de ça, on a fait venir le groupe de classe de l'école d'Hayden, donc c'était que des enfants sourds ou malentendants, et on les a fait venir dans la classe de Milo, dans une école communale ordinaire. Et là, expliquer aux enfants qui sont dans l'école ordinaire pourquoi est-ce qu'eux ils ont des appareils au-dessus des oreilles, c'est quoi ces petits boîtiers, qu'est-ce que c'est un enfant qui n'entend pas, quand je mets un casque sur les oreilles qui coupe le bruit, mais comment je réagis et qu'est-ce que ça me fait. Si je veux interagir avec un enfant qui n'entend pas, comment je vais l'appeler? S'il est de dos, par exemple, je peux pas arriver, le bousculer, lui faire... je peux pas crier, il va pas m'entendre, donc comment je fais? Pourquoi est-ce qu'on parle avec les mains? Des petites choses comme ça, mais en fait, les enfants, on a vu qu'ils ont eu une réaction, mais c'est magique à voir, parce qu'en fait, ils posent des questions, c'est très innocent, mais c'est très bienveillant aussi. Et tout de suite, ils ont tous joué ensemble, ils se sont mélangés. J'ai des amis de Milo qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais lui, Timéo, ah, maman, c'est mon copain, et Hayden. » Et même maintenant, quand je viens dans l'école de Milo, où donc je suis pour les copains de Milo, la maman de Milo, c'est « Ah, c'est la maman d'Hayden, c'est la maman d'Hayden. » Donc c'est super chouette de voir qu'en fait, eux, ils sont complètement prêts, complètement ouverts, en fait, à apprendre et à avoir plus de connaissances sur ça. Mais effectivement, si on ne les confronte pas à la différence, et si chacun vit dans son monde, et ils ne sont jamais confrontés à ça, et donc ils ne comprennent pas, et ils ne posent pas de questions, et finalement après, c'est bien après, dans leur vie d'adulte, où un jour peut-être ils vont être confrontés à quelqu'un de différent, et ils n'arriveront pas à savoir comment communiquer, comment interagir avec cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire,
Oui, et le fait de craindre tout ça fait qu'en fait on ne va pas à l'encontre de l'autre. Voilà. Quand on est plus grand, on va se dire bon, j'ai un peu peur, je sais J'ai pas un peu trop, peur, voilà. je veux pas mal m'y prendre, du coup je ne fais rien. Exactement, je ne veux pas mal m'y prendre, je ne sais pas comment m'y prendre, donc du coup je vais les laisser, je vais m'écarter et puis voilà. Raconte-moi un petit peu, donc dans cet endroit particulier, quelles sont voilà, les pièces peut-être qui diffèrent d'une plaine de jeu traditionnelle, voilà, qui sont pensées pour les enfants voilà, qui ont des handicaps, quels qu'ils soient d'ailleurs. Oui. Ben, en fait, déjà, l'idée d'un lieu inclusif, c'est qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte que c'est un lieu qui est adapté pour des enfants porteurs de handicap. L'idée, c'est que ça puisse être adapté complètement pour eux, par plein de détails, d'un point de vue voilà, d'accessibilité, de choix et de matière du sol, que tout est de plein pied, de certaines choses qui sont à hauteur, d'avoir fait des panneaux qui sont traduits en langue des signes, en pictogrammes, d'avoir fait plein de jeux sensoriels. Enfin, tout ça est l'idée de l'inclusion. Donc c'est vraiment que le lieu en fait, s'adapte à la différence et c'est pas les enfants différents qui doivent s'adapter au lieu. C'est vraiment ça l'inclusion. Et donc du coup, ici, forcément, je vais dire tout est différent parce qu'on n'est pas du tout dans une plaine de jeux classique. On va pas retrouver un château gonflable, un trampoline et une piscine à balles. Non, c'est vrai qu'ici, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui est complètement différent et où quand on rentre, on est déjà dans une ambiance et dans un monde, le monde Hayden, on arrive dans un monde qui est déjà un petit peu sensoriel et qui est différent. Donc l'idée, c'était déjà de créer une ambiance au niveau lumineuse, au niveau sonore, donc avec des couleurs qui changent, avec une ambiance et qui donnent déjà un ton, en fait, et qu'on ressente un petit peu cet effet cosy, familial et bienveillant. Parce que forcément, quand on est confronté avec des enfants de différents types de handicap, il y a des choses aussi plus ou moins lourdes. Et en fait, c'était du coup d'essayer de créer ce lieu un peu cosy et un peu cocon, où du coup, finalement, on va plus facilement aussi vers l'autre et on a déjà cette ambiance un peu apaisée et pas comme dans des plaines de jeux classiques avec voilà, des néons blancs et un truc criard et avec de la moquette au sol et où déjà finalement l'ambiance qui est créée est déjà un peu irritante. Ici déjà l'idée l'idée c'était déjà de créer une ambiance et un lieu qui soit beaucoup plus apaisant. Et après tout ce qui est on va dire spécifique aux enfants porteurs de handicap ou en tout cas on va dire qui est vraiment bénéfique pour eux, évidemment il y a une salle en particulier, c'est l'espace multisensoriel donc le Snoezelen où là c'est vraiment une salle un peu bien-être et où on est là plus pour enfin c'est un moment calme et où c'est la découverte des sens donc c'est vraiment sur le bruit donc on entend des bruits de nature, d'oiseaux etc. et tout est jeu de lumière donc il y a la colonne à bulles, tout change de lumière mais vraiment très doux. Et là, il y a des poufs, des coussins au sol, des petits jeux sensoriels qui sont reflétés avec des diffractions de lumière donc qui sont reflétés avec les lumières noires. Mais ce qui est super chouette, en fait, c'est que cet endroit-là, il est fort connu dans le monde du handicap et du coup pas du tout dans l'autre. Donc c'était aussi faire découvrir ça à d'autres enfants qui sont en pleine santé parce qu'en fait, ça c'est bénéfique à tous. La découverte sensorielle ou la psychomotricité, la motricité fine ou le sensoriel en général, c'est bénéfique pour tous les enfants. C'est pas juste pour les enfants différents. Après, voilà, le Snoezelen, c'est vrai que c'est très connu dans ce monde-là. Et c'était se dire, mais en fait, vous allez voir, en tant que parent même, c'est super d'y passer un moment et de se relaxer, de découvrir des choses et de voir comment est-ce que les enfants vont réagir aussi dans ce lieu. Et alors, il y a aussi un truc qui va faire plaisir aux parents, c'est qu'ici, on mange bien. Oui. Parce que c'est important dans les plaines de jeu. Je ne comprends pas tous ces trucs qui servent. Donc ça aussi, c'était pour toi un intérêt... il fallait proposer quelque chose de bien, quoi. Oui, en fait, clairement, moi je me suis positionnée en tant que maman par rapport au lieu que j'ai fréquenté et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je n'aime pas chez eux et du coup, qu'est-ce que je ne veux absolument pas faire dans mon projet. Et forcément, on est d'accord, la partie nourriture, cantine, cafétéria, enfin peu importe comment dans les autres endroits ils l'ont appelé, c'est une catastrophe. Une catastrophe. On n'y mange que des trucs surgelés, sucrés, des chips, gras et enfin rien voilà. Rien d'adéquat je pense et donc évidemment moi j'ai eu envie de faire quelque chose de différent aussi de ce côté-là et donc on a des parties sucrées, c'est une amie qui est maman qui fait toutes des petites pâtisseries avec des produits de la ferme bio, donc des super bons produits, des œufs, du lait de ferme, du super bon blé, donc des gâteaux hyper sains. Alors bon, oui, il y a du sucre, c'est pas non plus pour l'instant que des choses pas sucrées, mais en tout cas déjà c'est avec des bons produits, et que du frais et du bio. Et pareil pour la partie salée, je travaille avec plusieurs traiteurs bio local. Et donc on propose ça dans des contenants des contenants en verre, donc en plus on essaye d'éviter des choses qui soient jetables et vraiment de pouvoir
comme une consigne, hein, donc de récupérer les bocaux et de proposer que des choses fait maison et bio. Pour moi, c'est la première chose à faire, surtout quand on est avec des enfants, d'essayer de proposer, de faire découvrir des choses naturelles et bonnes. Et alors, en tant que parent aussi, de pouvoir boire un bon café, de pouvoir boire C'est ça, parce que là, bon jus, l'espace dédié aux parents est plutôt agréable, je trouve, par rapport à ce qu'on trouve dans les plaines de jeux, effectivement, traditionnelles. Ouais. C'est cosy, c'est chouette, c'est des tables en bois, pas du vieux plastique, Ouais. enfin voilà. Oui, tout était pensé vraiment. Moi, je me suis toujours mis dans leur peau à eux en me disant, ben voilà, quand moi je viendrai dans cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver et comment j'ai envie de m'y sentir. Et de se dire aussi que l'espace, donc en tant que parent, où on s'assoit pour boire un café ou manger un bout, mais en fait, elle est complètement intégrée dans le reste des espaces de jeu, tout proche de l'espace bébé. Mais l'idée, c'était vraiment que quand on est assis à table, c'est un petit moment de répit aussi pour les parents, mais on peut avoir un œil sur tout l'espace de jeu. Donc si notre petit loup, il est en train de jouer quelque part, je peux avoir quand même un œil sur lui, il joue en sécurité, moi je ne suis pas loin. Donc c'est à la fois chouette parce qu'on peut accompagner son enfant partout, et donc on partage aussi un vrai moment de qualité avec son enfant dans les espaces de jeu, mais on a aussi un temps pour soi, et du coup quand on est assis, on est dans un chouette cadre, et en même temps on a un œil sur eux. Ils sont pas loin et on les voit. Pour revenir à toi, est-ce que tu es la mère que tu pensais être ? Ça, c'est une belle question. Mais déjà, comme à la base, moi, c'était pas forcément un accomplissement, ou le rêve, on va dire, ou voilà, quelque chose que j'avais vraiment planifié en disant, à tel âge, je veux absolument être maman, ou c'est ça que j'attends. Forcément, je m'étais peut-être pas forcément posé cette question-là. Et après, moi, ce que je me dis souvent, c'est que je pense qu'on a toujours des choses à améliorer, mais qu'on apprend, et qu'on apprend à être maman, et que ça évolue tous les jours, parce que nos enfants grandissent, et donc en fait, on grandit avec eux, et j'essaie toujours de me dire que je fais du mieux que je peux. Et ça, du coup, je me dis, voilà, oui, il y a des ratés, oui, il y a des choses que j'arrive pas à faire, des choses que je ne comprends pas, où je suis en retard, j'ai loupé un truc, où j'ai oublié un pique-nique, voilà, comme toutes les mamans. Ils mangent pas toujours très bien, même si ici je propose des super chouettes lunch et des super bonnes pâtisseries, ça arrive aussi qu'ils mangent des crasses, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, je me dis que je fais du mieux que je peux et que c'est déjà très bien. Et qu'est-ce que ton petit garçon différent t'a appris en tant que mère, puisque tu avais connu l'expérience, même si elle était courte, c'était 2 ans, avec un premier enfant ordinaire. Qu'est-ce que tu as appris avec ton enfant extraordinaire ? Je pense 1 milliard de choses et que j'apprends encore en fait. J'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout et donc moi aussi j'ai gagné en ouverture d'esprit, en acceptation de l'autre, de la différence. J'ai appris, je pense, aussi beaucoup plus à partager. Là, évidemment, on parle de mon histoire, mais je pense que avant ça, j'aurais peut-être pas autant été capable d'expliquer autant ou de parler autant à cœur ouvert et de dire voilà ce qui s'est passé ou quel a été mon parcours. Donc je pense que ça m'a aussi beaucoup plus appris à m'ouvrir aux autres, mais dans tous les sens du terme. Et après, au-delà de ça, j'ai appris plein de choses. J'ai appris la langue des signes, j'ai appris à communiquer avec un enfant, à comprendre tout ce qui peut exister, qu'est-ce que c'est une maladie, pourquoi une maladie génétique, tout le milieu médical, paramédical. Quand on a un enfant extraordinaire, on a toutes les casquettes. On devient maman, oui, mais on devient infirmière, on devient médecin, on devient... Bon, on s'entend, hein, voilà, j'ai pas le niveau d'études, hein, mais je veux dire, on endosse des casquettes qu'on n'avait pas eu avant, et on essaye en fait c'est beaucoup de bricolage en fait, on essaye d'adapter et de trouver à chaque fois des petites solutions qui peuvent l'aider, et du coup on apprend tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Quel conseil tu donnerais à une maman qui vivrait la même chose que toi, qui à la naissance apprend que son enfant n'est pas celui qu'elle imaginait? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces mamans-là? Que forcément on va passer par pas mal d'étapes. Je pense qu'il y a déjà le deuil du bébé parfait et du bébé en pleine santé qui doit être fait, mais après ça prend plus ou moins de temps. Et je pense que moi j'en ai discuté avec pas mal de mamans d'enfants différents. On passe plus ou moins toutes par les mêmes étapes, pas toujours en même temps. Et il faut savoir aussi que le papa ne passe pas par les mêmes étapes, et encore moins au même moment. Et donc on a trouvé beaucoup de similitudes dans nos parcours avec les mamans avec qui j'ai discuté. Et donc moi les conseils que je donnerais, en fait, c'est justement de partager et de surtout de ne pas juste se renfermer sur soi et sur son enfant ou sur sa famille, parce que en fait c'est une très grande aide et une très grande ressource le vécu des autres.
Et il faut surtout pas avoir peur d'en parler parce qu'au contraire, on apprend aussi beaucoup avec les autres mamans et on se partage finalement des idées, des conseils, des petites choses qui peuvent vraiment nous aider et nous faciliter parfois le quotidien. Et donc je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai fait, c'est de pouvoir partager mon histoire avec d'autres mamans. Et juste un petit mot là, parce que tu en parles et que ça me trottait en tête. Tu parles du papa dans tout ça, donc qui passe pas par les mêmes phases, et tu dis que les autres mamans ont un petit peu vécu ça aussi. Donc est-ce que tu peux un petit peu m'en dire plus là-dessus ? Mais en fait, je pense que nous, en tant que maman, oui, on parle souvent de ce côté viscéral, mais c'est vrai je sais pas comment l'expliquer, mais ça vient de l'intérieur, cet attachement à notre enfant. Et le père, c'est pas la même chose parce qu'il est quand même un petit peu plus en dehors, donc même s'il a cet attachement et même s'il veut s'impliquer, ça reste pas tout à fait la même chose, surtout dans les premiers mois de vie. Où c'est vrai que en plus les besoins primordiaux de l'enfant, généralement c'est la maman qui lui offre, en le nourrissant, qu'on fasse un allaitement ou pas, mais c'est vrai que généralement ça vient quand même très souvent de la maman, et donc il y a ce lien qui n'est pas toujours complètement compris par le papa, et donc quand en plus on a un enfant qui est différent, le père lui il fait un autre chemin pour apprendre et pour avoir des connexions et pour échanger en fait avec un bébé. Et très souvent, avant les 6 premiers mois, un papa il est un petit peu plus je vais pas dire en recul, c'est pas ça, mais un peu plus en retrait, où il n'y a pas toujours cette compréhension, cette communication qui est faite avec le bébé, où ils ont parfois l'impression d'avoir moins d'interaction avec un tout petit entre 0 et 6 mois. Et donc déjà ça donne déjà une distance où finalement nous, du coup oui, on n'est pas du tout sur les mêmes rails, quoi. Et donc je pense qu'en fait entre les deux, il y a pas mal d'incompréhension. Nous évidemment c'est ce qu'on a rencontré, parce que moi au moment où j'étais dans un moment très difficile et où je me remettais complètement en question et où j'ai arrêté de travailler, etc., oui c'était une dépression, mais forcément lui le papa il n'était pas du tout dans ce niveau-là, et donc je pense même qu'il avait peut-être même pas encore vraiment accepté que son enfant était différent et qu'il était handicapé. C'est des mots qui sont difficiles à dire, mais en même temps, c'est des démarches administratives qu'on doit faire. On doit faire des reconnaissances de handicap. Donc il y a des choses qui sont fortes et qui arrivent et on n'a pas le choix, on passe par là. Et donc on doit l'accepter. Et c'est vrai qu'on n'était pas du tout au même moment. Et donc forcément, ça amène aussi des incompréhensions dans le couple, et ça amène pas mal des choses où on n'arrive peut-être pas forcément à se livrer ou à se comprendre, à poser des mots sur ce qu'on ressent. Moi j'ai eu beaucoup plus facile à parler à ma psy et du chemin parcouru qu'à dire ce que je ressentais à mon compagnon, quoi. C'est clair que c'est dommage, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, il y a aussi envie peut-être d'épargner l'autre quand toi tu vas bien et que l'autre va mal. Oui, alors on n'a pas forcément, on a difficile aussi c'est ça, à relever l'autre sinon on est mal, ou inversement, donc c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que j'ai discuté avec pas mal de mamans, et déjà on sait que devenir parent, ça peut poser pas mal de difficultés dans un couple, et ça remet plein de choses en question. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui est un peu caché, mais le pourcentage de couples qui se séparent après la naissance d'un enfant porteur de handicap est énorme. Alors qu'on ne le sait presque pas, mais c'est énorme, parce que je pense qu'en plus de devenir parent, il y a toutes ces questions qui arrivent en plus et qu'on n'arrive pas à mettre en commun, et qu'on n'est pas au même moment, et donc du coup oui, il y a une incompréhension totale. Et donc on sait bien, avec le problème de communication, c'est une des premières sources de disputes, de conflits, et après ça prend vite des proportions. Et du coup, quel conseil tu donnerais au couple qui vit un truc comme ça? Parce que là on parlait des mamans, mais le couple c'est important aussi, c'est un peu le socle, vous devez vivre ça à deux, quoi qu'il se passe, donc vous êtes à deux dans le même bateau. Nous on est séparés, donc je ne sais pas si je suis de vraiment bons conseils d'un point de vue du couple. Après oui, du coup forcément je dirais que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire le plus vite possible, en fait. Et c'est vrai que quand on a un enfant différent, on a une énorme prise en charge qui est faite pour l'enfant, on a un service d'accompagnement, il y a plein de solutions qui nous sont offertes autour. Mais on en oublie un petit peu de préserver les parents. Il y a des choses qui sont faites pour les parents, il y a des maisons de répit, il y a plein de choses formidables, mais je pense qu'en fait, à la naissance d'un enfant porteur de handicap, il devrait y avoir une prise en charge en fait directement psychologique, et il devrait, peut-être pas jusque là, je dis pas qu'on doit faire une thérapie, mais je pense qu'à mon avis, on devrait avoir quand même
un soutien à côté et pour vraiment parler du couple et parler du couple parental. Bah oui, qu'est-ce qu'on est nous en tant que parents d'un enfant différent, mais du coup, qu'est-ce qu'on va réussir à faire ou comment se comprendre de nouveau dans notre nouveau couple, enfin avec un nouvel enfant qui est arrivé et qui est différent. Donc je pense qu'à mon avis, oui, le seul conseil que je pourrais essayer de donner, c'est d'essayer d'en parler et surtout de trouver quelqu'un à qui en parler ensemble, quoi. Comment va Aiden aujourd'hui ? Ah bah, Aiden, il est en pleine forme, il a une évolution dingue, incroyable. Et alors, lui, le monde d'Aiden, quand il est ici devant, il dit c'est ma plaine à moi, c'est le monde de moi. Donc forcément, il est complètement... Son petit paradis. Voilà, il est complètement heureux, fier et non, il est vraiment aux anges. Et ouais, il a une super évolution et on a eu la chance à chaque fois, à la fois dans la crèche inclusive, donc qui était dans un type 4, donc au niveau handicap moteur, et maintenant il est dans une école, donc l'Institut Royal des Souris Aveugles. C'est une école type, enfin lui il est dans un type 7, donc au niveau surdité. Et à chaque fois, du coup, ils ont fait un travail, donc à la fois au niveau moteur et là au niveau surdité, langage, communication, qui était incroyable. Donc Aiden, c'est un petit loup qui est dingue, il est hyper combatif et quand on voit là où il en est aujourd'hui, évidemment, il a une évolution qui est où on aurait, moi, à la base, jamais j'aurais pu dire qu'il en arriverait là à ses 4 ans. Il parle, il marche, il sait grimper. Ici, il reste à la plaine toute la journée, mais il est complètement indépendant. Il fait sa vie, il vient juste me chercher quand il veut boire ou manger. Et sinon, je peux ne même pas le revoir de la journée. Un vrai petit garçon de 4 ans, quoi. Ouais, vraiment. Merci Lo pour toutes ces confidences et longue vie du coup à ce très beau projet et j'encourage d'ailleurs toutes celles qui nous écoutent à s'y rendre au plus vite. Merci. Merci beaucoup.